Bonjour, chers amis, je suis Éric Vieux de Morzadec, ancien officier, ancien lieutenant-colonel des troupes de marine, des parachutistes d'infanterie de marine. J'ai servi 30 ans dans l'armée, ensuite j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en France et à l'étranger dans différentes entreprises, avant de me tourner sur la suggestion de mon ami Alain Sanders, sur l'écriture et l'histoire, notamment consacrée à la guerre de sécession et plus spécialement à la participation des Français à ce conflit majeur du 19e siècle. Alors, j'ai donc depuis un an publié 2 livres dont je vous reparlerai à la fin de notre entretien. Et je suis membre des descendants des combattants de la Confédération, puisque l'un de mes ancêtres était le général Pierre-Gustave Toutant de Beauregard, qui était un catholique fervent, qui était issu d'une famille de Louisiane, de Français installés en Louisiane. Il ne parlait même pas l'anglais à la maison d'ailleurs, et une famille qui avait une très grande piété mariale. Dont j'ai hérité d'ailleurs. Et lui-même, nous y reviendrons, disait, écoutez, je suis catholique, les Yankees sont les Jacobins, nous sommes les Vendéens. Comment voulez-vous que, étant catholique, je sois pour l'esclavage? Mais ça, nous y reviendrons. Je voudrais en effet pouvoir vous parler aujourd'hui de 2 choses. D'une part, de ce qui se passe actuellement, enfin, ce qui a démarré aux États-Unis, mais ce n'est pas uniquement l'affaire George Floyd qui a fait démarrer cette histoire de déboulonnage des statuts et de racialisme que l'on voit actuellement se répandre à travers le monde. C'est plus ancien que cela, ça remonte en gros à il y a 3 ans, à ce qu'il s'était passé à Charlottesville, pour ceux qui s'en souviennent, où quelqu'un avait perdu le contrôle d'une voiture et était rentré dans la foule. Et il se trouve que cette foule manifestait contre la présence d'une statue d'un général confédéré. Et donc tout de suite, l'accident a été transformé en attentat. Et le chauffeur, qui avait une quinzaine d'années, qui avait paniqué, a été devenu immédiatement un nervi, si ce n'est fasciste, tout au moins confédéré. Voilà. Alors, vous avez, comme moi, suivi l'actualité. Vous avez vu, évidemment, depuis cette triste affaire George Floyd, car soyons clairs, il ne s'agit pas, pour moi, de défendre l'intervention pour le moins musclée et pour le moins hors de propos d'un policier qui a perdu la tête, disons-le, parce que ou alors, soit il a perdu la tête, soit c'était un criminel. Je préfère lui laisser le bénéfice du doute et penser qu'il ne s'est pas rendu compte effectivement de ce qui se passait. Voilà. Mais je ne commenterai pas davantage ce dramatique incident, si ce n'est que ce dramatique accident plutôt, a été à l'origine d'une flambée de violence et de haine qui maintenant se répand non pas dans le monde entier, mais dans le monde occidental, qui est beaucoup plus faible vis-à-vis de ce genre de rébellion ou d'attitude agressive. Imaginez que le même genre de situation se passe en Russie ou en Chine, je ne vois pas que ceci ait pris les proportions que ça prend chez nous. Alors, les statuts confédérés existent depuis en gros la fin du 19e siècle, ont été mis en place, certains d'entre vous sont peut-être allés dans le sud, c'est-à-dire à Richmond notamment, la capitale, ou à Nashville, ou à d'autres villes, ou au Texas, comme moi qui y vais souvent. Ces statuts sont des statuts mémoriels, de même que lorsque vous allez en Russie, vous y trouvez encore par endroits des statues de Lénine, de Staline, des étoiles rouges sur certains bâtiments. Simplement, cela fait partie de leur histoire. Ce n'est pas une question d'approuver le stalinisme, mais cet homme-là a quand même dirigé, avec le malheur que l'on sait, la Russie pendant plusieurs décennies.
Et donc, cela fait partie de leur histoire et personne n'irait maintenant déboulonner une statue de Lénine ou de Staline, ce serait stupide. Et il ne sait pas parce que la statue est là que l'on donne un blanc-seing à la personne qui est représentée. Or, aux États-Unis, où les choses, il faut le dire, ont été longtemps difficiles, la ségrégation aux États-Unis a existé, et notamment dans les États du Nord. Il suffit de remonter à la guerre de sécession. Je vous parlais tout à l'heure du général Beauregard, qui est l'un de mes ancêtres. Sachez qu'après la guerre, durant toute son existence, il s'est consacré, pour partie, il n'a pas fait que ça, mais il s'est consacré à la reconnaissance des droits civiques des affranchis. Ce qui, pour un général confédéré, pourrait maintenant surprendre, mais qui ne me surprend guère, puisque c'est quelqu'un de ma famille que je n'ai pas connu, bien entendu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. C'était un catholique fervent. Comment voulez-vous, comme il le disait, que je sois esclavagiste? Ce n'est pas possible. Ce à quoi d'ailleurs les protestants du Nord, les WASP, répondaient justement, vous êtes soumis au pape. Donc pour vous, l'esclavagisme est une chose courante. Enfin, vous voyez, avec des raccourcis comme ça, on va très loin. Alors maintenant, ce qui se passe là-bas, c'est une flambée de violence qui a pour origine non pas le mouvement racial en lui-même, mais qui est manipulé totalement par les antifas avec les Black Blocs, ce qu'on appelle chez nous les Black Blocs, hein, enfin c'est à peu près la même chose, enfin tout au moins c'est une extrême gauche prête à toutes les compromissions, que ce soit avec les islamistes ou avec d'autres mouvements comme ceux que l'on voit actuellement, qui se rapprochent plutôt des Black Panthers que des mouvements des droits civiques, et qui sont prêts à toutes les compromissions, avec derrière eux des gens, des pourvoyeurs de fonds, si j'ose dire, comme Soros, le dénommé Soros, qui finance tout ce qu'il peut de satanique sur cette planète. Et vous avez également, comment dire, une conjonction, un alignement des planètes, avec le fait qu'en fin d'année, il y aura les élections présidentielles aux États-Unis, que le président Trump, malgré tout ce que l'on en dit, tout ce que l'on peut penser de lui, a fait un travail qui n'était pas si mauvais que ça, et était en passe de remporter les élections. Et vous voyez comme ce grave accident est tombé fort à propos et a été très très vite récupéré par les Noirs, mais pas seulement, hein, je vous le dis, par les gauchistes qui se sont servis, se sont jetés sur cette opportunité pour, pour promouvoir leurs idées de façon, bien entendu, pas très démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il faut savoir qu'il y a des violences à peu près à 5 agressions par jour, et je parle d'agressions vraiment de vraies agressions, c'est-à-dire que ce n'est pas une petite claque, c'est parfois un coup de feu dans la tête, comme ont été victimes 3 policiers dont on ne parle guère d'ailleurs, hein, c'est tout à fait curieux, dont une femme qui était mère de famille, qui a été abattue froidement en pleine rue. Et ce sont des agressions physiques, y compris sur des personnes âgées, parce qu'elles ont simplement le tort, entre guillemets, d'être blancs et d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, ce déchaînement de violence à la fois physique, mais également, je dirais, intellectuelle, fait le creuset, prend sa racine dans l'ignorance, en fait. L'ignorance est le berceau de tous les totalitarismes. Ces gens-là mélangent tout. Ils vont déboulonner les statues de Washington, ils vont déboulonner les statues de Christophe Colomb. Christophe Colomb, que je sache, n'a jamais eu d'esclaves, n'a jamais transporté d'esclaves aux États-Unis, enfin, qui n'existait pas encore, en Amérique tout au moins. Alors il a ramené quelques Indiens. Mais ces Indiens qui ont été ramenés ensuite ont été, pour ceux qui ne sont pas morts, parce que certains ont attrapé des maladies malheureusement dont ils ne pouvaient pas se remettre, mais les autres ont été raccompagnés, si j'ose dire, remis en liberté dans leur pays d'origine. Alors,
En fait, c'est l'ignorance totale. On mélange tout. On veut débaptiser Washington. On veut interdire un film comme Autant en emporte le vent, qui n'a rien de raciste. Votre famille, pas moi. Oh, je vous ai dit et redit que pour avoir l'air d'une jeune fille convenable, il fallait manger en public comme un petit oiseau. Et moi, je tiens pas à ce que vous alliez chez Monsieur Jonesville pour vous tenir comme une fille de ferme et vous gaver comme un goy. Ta. Ashley Wilkes m'a dit qu'il aimait les femmes qui avaient un solide appétit. Ce que les messieurs disent et puis ce qu'ils pensent, c'est pas la même chose. Et je me rappelle pas que Monsieur Ashley vous ait demandé en mariage. Il faut savoir d'ailleurs que la dame noire qui jouait le rôle de la nounou de Scarlett O'Hara dans le film, pour ceux qui s'en souviennent, est la première actrice noire à avoir remporté un Oscar à Hollywood. Je pense que si les jurés des Oscars avaient été racistes, ils n'auraient pas décerné ce prix prestigieux. Donc, vous voyez, on mélange absolument tout, mais tout est bon. De toute façon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et là, tout est prétexte à violence, à violence verbale, à violence physique, comme je vous l'ai dit. Il faut savoir que, par exemple, le général Forrest, qui était un grand général de cavalerie de l'armée confédérée, était inhumé auprès de son épouse. Les gauchistes ont saccagé, profané la tombe des époux, Forrest, et je vous passe sur les détails de ce qui s'est passé avec les ossements de ces deux personnes, car ce serait indécent et indigne. Mais vous pouvez l'imaginer, ce que certaines égéries gauchistes ont fait avec les ossements de l'épouse et du général lui-même. Mon association, les descendants des combattants de la Confédération, a réussi à récupérer les restes du général et de son épouse, et nous allons procéder à une réinhumation digne de ce nom, avec l'accord des autorités américaines et bien sûr de la famille du général Forrest. Alors, pourquoi ? Le général Forrest a été l'un des fondateurs du Ku Klux Klan. Mais le Ku Klux Klan du début n'était pas le Ku Klux Klan qui ensuite a dévié, si j'ose dire. Et d'ailleurs, le général Forrest lui-même a dénoncé cette déviance plutôt raciste et haineuse, et a démissionné de ses fonctions. Donc encore une fois, vous voyez, on se trompe d'ennemi. Il faut savoir que avant la guerre de sécession, le président, celui qui allait devenir le président Lincoln, était un des fondateurs du Parti républicain et a écrit de sa propre main que sur la Terre, pour lui, il y avait deux races, la blanche et la noire, et qu'il ne concevait en rien qu'un noir puisse devenir citoyen des États-Unis, puisse devenir électeur, puisse même épouser une blanche. Et c'est signé Abraham Lincoln. Vous voyez qu'on est loin des clichés habituellement galvaudés par les uns et les autres. Le général Lee, qui est très 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 connu, qui a été le grand chef d'état-major de l'armée du nord de la Confédération, si j'ose dire, enfin de l'armée confédérée, l'armée de la Shenandoah et l'armée du Potomac, était anti-esclavagiste. Lorsqu'il avait épousé celle qui allait devenir sa femme, il a hérité de la propriété de la famille de son épouse, qui est maintenant le cimetière national d'Arlington à Washington DC, mais qui est de l'autre côté du Potomac, sur la rive sud, et donc qui est en Virginie. Et il y avait 200 esclaves qui travaillaient sur la propriété. Le général Lee qui n'était pas encore général, qui était colonel, les a immédiatement affranchis, et tous sont restés travailler sur la propriété. Là, encore une fois, vous voyez, on est loin de la case de l'oncle Tom, dont l'auteur, d'ailleurs, n'avait jamais mis les pieds dans le Sud. Vous voyez, la désinformation n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, si vous voulez, cette vague de violence se répand comme une traînée de foudre, parce qu'elle est l'occasion également, il faut le dire, pour certains gangs, certaines racailles, moi je les appelle, parce que j'ai horreur de dire les jeunes. J'ai des enfants qui sont jeunes, qui ne sont pas comme ça. Et eux-mêmes se trouvent, ennuyés par cette généralisation quand on dit les jeunes. Tout ça pour ne pas appeler un chat, hein. Faut être clair. Et là-bas, aux États-Unis, vous avez beaucoup de gangs
etc., qui profitent de cette situation, bien entendu, pour exercer des violences, des pillages, etc. Et à mon avis, on n'en est pas très loin en France. Hein. Alors la France a récupéré certains Français, enfin Français et étrangers réfugiés en France, ou venant profiter des bienfaits de notre beau pays, se sont jetés sur cette opportunité, sur ce mouvement, alors que, il faut le répéter, l'histoire des Noirs qui sont chez nous, de nos amis et de nos compatriotes noirs, n'a rien à voir avec l'histoire des Noirs américains. La plupart des Noirs qui sont chez nous et qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent d'Afrique, n'ont jamais été esclaves. Là, maintenant où il y a des esclaves, c'est là qu'à mon avis, on devrait se préoccuper de la situation. C'est dans certains pays du Moyen-Orient, et vous voyez, suivez mon regard, si vous voulez. Mais il est plus facile d'aller saccager, bien entendu, la statue de Colbert que d'aller en Libye délivrer les gens qui sont vendus actuellement à peu près $140 sur les marchés aux esclaves de Tripoli. Et je passe sur les bonnes Philippines, sur le Darfour, sur le Soudan, etc. Tous ces pays où l'esclavage est encore réel de nos jours. N'oublions pas que l'Occident, dans son ensemble, a aboli l'esclavage au milieu du XIXe siècle. La France, d'ailleurs en France, c'est Louis XVI qui, le premier, avec Monsieur de Malherbe, avait aboli l'esclavage, et ça, personne n'en parle. L'esclavage rétabli par Bonaparte, sur la suggestion de Joséphine de Beauharnais, qui était une famille martiniquaise qui possédait des esclaves. Et ensuite, nous l'avons aboli en France en 1848. Donc, comme le disait Marion, je n'ai rien, moi personnellement, je n'ai jamais eu d'esclaves, je n'ai jamais colonisé personne, j'ai servi sous les drapeaux de l'armée française pour aller protéger des gens, notamment au Cambodge, contre les Khmers rouges. Et je m'en flatte. Ce n'est pas du tout une mission, l'armée française n'est pas une armée de guerre civile, ni une armée oppressive, ni plus que la police d'ailleurs. Même si, bien entendu, dans toutes les institutions, il y a toujours des brebis galeuses, j'ai été le premier à protester contre l'utilisation des LBD vis-à-vis de manifestants qui n'ont rien à voir avec les Black Blocs, ou contre la violence exercée, rappelez-vous, pendant la manif pour tous. Mais enfin, je ne vais pas pour autant dire que tous les policiers en France sont des assassins. Or, c'est maintenant ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de faire aux États-Unis, où par exemple à Minneapolis, la police dans son ensemble a démissionné. À Orlando, le SWAT, les forces spéciales de la police, les unités d'intervention, l'équivalent du RAID, si vous voulez, d'Orlando, a entièrement démissionné. Les officiers de police sont écœurés. Ils sont écœurés et font l'objet de menaces, alors non seulement personnellement, mais également leur famille. C'est absolument immonde. Je suis souvent en relation avec le Texas, où j'étais encore il y a peu de temps, juste avant le confinement. Au Texas, les gens ne sont pas plus méchants qu'ailleurs, mais, si vous voulez, ils tiennent à leur histoire. Le Texas a été une propriété de la France, du Mexique, de l'Espagne, et enfin, c'est rallié aux États-Unis, après le fameux épisode d'Alamo. Mais ce sont des gens très sympathiques, mais il ne faut pas les chatouiller. Voilà. Et lorsque les Antifa avaient menacé de venir perturber une réunion des descendants de la Confédération, mes amis leur ont dit venez. Et comme par hasard, personne n'est venu. Vous voyez, dès qu'il y a une résistance, j'ai vu l'autre jour les images de la statue du général Federbe avec des gens courageux qui se mettaient devant cette statue pour la protéger. Les manifestants ou pseudo-manifestants n'osaient pas approcher. Vous savez, ils sont très valeureux en meute, mais lorsqu'ils sont face à face avec des gens déterminés, il n'y a plus personne. Donc, je pense qu'il va falloir quand même ne pas trop laisser faire, parce que laisser faire, c'est encourager.
Et il ne s'agit pas pour moi d'appeler à la guerre civile, ce n'est pas du tout ça, et ce n'est pas du tout mon propos. Mais je crois que trop c'est trop. Lorsque l'on nous parle du Christ comme étant le symbole d'un suprémacisme blanc, parce que le Christ tout simplement était juif, est né en Palestine, à l'époque je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs en Palestine, il serait né en Norvège, il aurait été norvégien, il serait né en Afrique, il aurait été africain, bien entendu. Mais lorsqu'on vient nous dire que le Christ est le symbole du suprémacisme blanc, on marche complètement sur la tête. Et on voit que là, derrière, il y a une volonté de nuire absolument délibérée. C'est la raison pour laquelle je parlais de satanisme. Parce que, à mon avis, tout cela ressort d'un plan diabolique. Il s'agit de mettre à bas notre foi, nos institutions, notre civilisation, et dans tout ce qu'elle peut représenter. Je ne vais pas vous parler des valeurs de la République, parce que je ne les connais pas, les valeurs de la République, mais des valeurs tout simplement de l'Évangile, des valeurs de tout chrétien. Je pense que nous avons en nous, sinon nous ne serions pas chrétiens ou pas dignes de l'être, certaines valeurs qui sont de vraies valeurs de comportement, de foi, de témoignage. Et il est évident que nous ne pouvons être ni racistes ni haineux, ou alors nous ne sommes plus nous-mêmes. Mais pour autant, je dois dire que pour ce qui est pour ma part, je considère que nous avons également un devoir de protection des plus faibles et de sauvegarde de notre foi et de nos traditions et de notre histoire. L'histoire, quand on commence à manipuler l'histoire, vous savez, tous les gouvernements totalitaires ont commencé comme ça, en manipulant l'histoire, en manipulant les pensées, en brûlant des livres. Alors maintenant, ça va peut-être venir, on va peut-être brûler des livres. C'est vrai que Tintin au Congo est interdit, il va falloir rebaptiser le Mont Blanc. Enfin bon, on arrive à des excès absolument débiles, parce que qu'est-ce que ça prouve? Et j'ai des amis noirs, que je ne nommerai pas ici, mais qui sont africains et qui eux-mêmes se sentent complètement trahis. Ils me disent, mais de quel droit ces gens-là parlent-ils en notre nom? Et j'ai dans mes amis une vieille amie de Roger Olymbre, qui est la fille d'un ancien empereur africain. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux dire. Et elle est absolument scandalisée, outrée. De quel droit ces gens-là peuvent-ils parler au nom du peuple noir, qui n'existe pas d'ailleurs? Il n'y a pas de peuple noir, il n'y a pas de peuple blanc. On est français, on est malien, on est cambodgien, on est américain. Mais voilà, tous ces problèmes-là, cette ségrégation était terminée. Les États-Unis ont même élu un président noir. Alors, il faudrait qu'on m'explique où est le racisme là-dedans. C'est vraiment une volonté délibérée de sabordage de notre et de destruction de notre civilisation et de nos valeurs. Et je pense que il y aura, je garde l'espoir, parce que tout au moins pour notre pays, je sais que la Vierge Marie ne laisse jamais tomber la France. Lorsque la France a été dans le 36e dessous, notamment à la fin de la guerre de 100 ans, le ciel nous a envoyé Jeanne d'Arc. Alors je ne sais pas si Jeanne d'Arc reviendra, je ne pense pas, mais je pense que notre salut est dans la solidarité, dans la prière et dans la volonté de Dieu. Nous sommes entre ses mains. C'est lui qui va nous sortir de là. Il ne pourra pas laisser le diable vaincre. C'est impossible, je ne peux pas le concevoir. Ou alors, il faudrait aller vers une guerre civile, et ce n'est pas une solution, vous le savez bien. Une guerre civile, c'est une guerre aveugle, c'est une guerre atroce qui fait des victimes surtout innocentes. Et donc, non, je pense que nous devons être solidaires entre nous, prier très fort, et notamment la Vierge Marie. Voilà, c'est mon point de vue sur cette question.
Dans un deuxième temps, je vais quand même resituer quand même les choses dans leur contexte, parce qu'on parle beaucoup de la guerre de sécession, mais les gens parlent en fait souvent sans connaître. Ce sont les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Bien entendu, c'est souvent malheur aux vaincus. Il n'y a qu'une seule guerre d'ailleurs qui a été écrite par ces vaincus, c'est la guerre d'Espagne. Hein, on a l'impression maintenant que ce sont les républicains qui ont gagné, en oubliant bien entendu de parler des atrocités qu'ils avaient commises. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour ce qui est de la guerre de sécession est une guerre terrible qui a duré de 1861 à 1865. Et pour vous donner un ordre d'idée, elle a fait plus de victimes au combat que toutes les guerres menées par les États-Unis au XXe siècle, c'est-à-dire la guerre des Philippines, la guerre de 14, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et toutes les guerres d'Irak et d'Afghanistan comprises. La guerre de sécession a démarré donc en 1861. Pour quelle raison? Bien entendu, ce n'était pas l'esclavage. Je dis bien entendu parce que maintenant, on nous fait croire qu'il y avait bien entendu, qu'il y avait d'un côté les gentils nordistes, libérateurs d'esclaves, et de l'autre les méchants sudistes qui défendaient l'esclavage. Ah oui, ma bonne dame, ça c'est très mal. Mais seulement ce n'est pas aussi simple que cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Lincoln d'ailleurs a ajouté lui-même, si je pouvais faire cette guerre sans libérer un seul esclave, je le ferais. Lincoln n'avait pas du tout l'intention de libérer les esclaves. D'ailleurs, la convention, enfin le Sénat, juste avant le déclenchement de la guerre, voulait empêcher l'abolition de l'esclavage. Vous voyez, donc c'était des républicains, des démocrates qui voulaient empêcher l'abolition de l'esclavage. Et Lincoln l'a refusé. Il l'a refusé, ainsi que beaucoup d'hommes d'affaires du Nord. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? 80% des exportations des États-Unis résidaient dans le textile, c'est-à-dire le coton et d'autre part le tabac. Le coton et le tabac étaient produits dans le sud, notamment dans des propriétés sur lesquelles, il est vrai, travaillaient des esclaves. Ensuite, la matière brute, si vous voulez, était exportée vers le nord, les États du Nord, les États yankees, et où le coton était manufacturé et ensuite exporté, essentiellement d'ailleurs, vers la France et vers la Grande-Bretagne, dont les industries textiles dépendaient en grande partie de cette importation venant des Amériques. Or, à un moment donné, les hommes d'affaires du Nord ont imposé une barrière douanière absolument démesurée envers les États du Sud, taxant de 60% tout ce qui venait du Sud. Ce à quoi les sudistes ont répondu, écoutez, ok, vous êtes gentils, mais nous allons manufacturer nous-mêmes et nous allons exporter nous-mêmes. Il y avait quand même 85 ports dans le Sud qui permettaient éventuellement d'exporter correctement les marchandises vers l'Europe. Et là, les hommes d'affaires du Nord se sont trouvés en risque de faillite, bien entendu. Ils n'avaient plus de matières premières, ils n'auraient plus de matières premières. Et ils ont, entre autres, c'est pas la seule raison, ils ont poussé Lincoln à l'intervention militaire. Je dis que ce n'est pas la seule raison parce qu'il y a une raison également qui est souvent occultée. Il faut savoir que certains journaux du Nord, notamment à Boston et à Washington, avaient titré « Il faut exterminer les catholiques ». En effet, le catholicisme était beaucoup plus présent au sud qu'au nord, le nord étant traditionnellement protestant, blanc, etc. Le sud étant en partie composé d'immigrés français, qui étaient pratiquement tous catholiques, d'immigrés espagnols ou hispanisants, tous catholiques, et le catholicisme était très répandu dans le vieux sud. Alors,
il faut exterminer les catholiques, oui. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à cette dépendance d'une partie de nos compatriotes vis-à-vis du Vatican, vis-à-vis de Rome, etc. Vous voyez, enfin, bon. Et il y avait, en fin de compte, une grande différence également entre le Nord et le Sud, qui était une différence, je dirais, civilisationnelle. L'identité du Nord n'a rien à voir avec celle du Sud. Le Nord est industriel, industrieux, commerçant. Le Sud était beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus rural. On y aimait la douceur de vivre, on y lisait le français, les gens étaient férus d'histoire, férus de littérature. Dans le Nord, on était plus férus d'argent. Et tout cela mettait ces deux parties des États-Unis en opposition constante. Et lorsque la Caroline du Sud décide de faire sécession en décembre 1860, elle est très vite suivie par d'autres États, 7 États au départ, et ensuite on arrivera à un total de 13 États qui ont fait sécession. Mais je précise qu'ils avaient le droit de le faire. C'est-à-dire que les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique avaient bien pris la précaution de mentionner que l'union était, si j'ose dire, et sans jeu de mots, une union libre, c'est-à-dire que chaque État adhérait à l'union, mais était libre de la quitter selon son bon vouloir. Et donc, ce qu'a fait Lincoln en voyant cette sécession se répandre, il a aboli la Constitution, il a aboli les droits civiques, il a aboli l'habeas corpus, il s'est assis sur tout cela et il a déclaré une guerre à qui? Il n'y avait pas d'État, donc il a fait envahir ses propres États sans autorisation ni du Congrès ni du Sénat. On voit donc que là, ce sont quand même des mesures pour le moins totalitaires, dirons-nous. Hein. Voilà. Alors, il lève une armée de 75 000 hommes en 1861 avec pour mission d'envahir le Sud. Il veut en confier le commandement au général Lee, qui était colonel encore, mais qui avait une très grande réputation. Et le général Lee, convoqué à Washington, répond à son interlocuteur qui était ministre de la guerre, mais enfin, mon général, vous allez me demander de prendre le commandement d'une armée qui va envahir mon État natal, la Virginie. Comment voulez-vous que j'accepte? Et il dit, je ne croyais pas voir un jour le président des États-Unis ordonner l'invasion de ses propres États. Et le général Lee, enfin le colonel Lee, quitte les lieux, se rend à Richmond, où là, devant le Congrès de Virginie, il accepte le commandement de la milice. La milice, rien à voir avec la milice française pendant la guerre, c'était si vous voulez, c'est ce qui a donné naissance à la garde nationale ensuite. C'était composé de volontaires qui étaient qui se désignaient parmi les citoyens et qui étaient chargés de protéger tout simplement. Alors au tout début, c'était contre les Indiens, de protéger les colons, de protéger les villages, etc. Et ensuite, c'est devenu une institution. Et au Texas, ça a donné naissance, par exemple, au Texas Rangers, qui existe toujours maintenant. Voilà, les États-Unis, enfin les pays yankees, l'Union a déclaré une guerre contre un ennemi inexistant, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'État confédéré. Les États confédérés vont très vite se structurer et vont adopter une constitution d'ailleurs assez proche de celle des États-Unis, et vont installer leur première capitale en Alabama, à Montgomery, et ensuite à Richmond, pour des questions de commodité, parce que Richmond était beaucoup plus grand, il y avait un grand nombre d'hôtels, etc. On pouvait héberger les services gouvernementaux de façon beaucoup plus aisée. Le seul défaut qu'avait Richmond, si j'ose dire, c'est d'être à 150 km de Washington. Ce qui fait que pendant la guerre, vous imaginez bien que la ligne de démarcation entre Washington et Richmond va donner lieu à des batailles absolument épouvantables.
Les États confédérés se retrouvent donc très très vite au nombre de 13. Et il se trouve que les meilleurs généraux sont dans le sud. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Les Yankees, les nordistes, étaient beaucoup plus attirés par des carrières dans le commerce, dans les banques, dans les affaires, alors que beaucoup des jeunes du sud faisaient West Point et rentraient là comme on rentre en chevalerie. Et donc, le Sud avait d'excellents généraux et officiers supérieurs et officiers, bien sûr. L'armée des États-Unis, avant le commencement de la guerre de sécession, était de 13 000 hommes. C'était une toute petite armée qui gardait les frontières, qui luttait contre les Indiens, etc., qui protégeait les colons. Mais ce n'était pas une armée comme à l'époque pouvait l'être sous Napoléon III, l'armée française ou l'armée prussienne. Rien à voir. Et donc, il a fallu improviser des deux côtés. La première grande bataille, qui va être la bataille de Manassas, la première bataille de Manassas, puisqu'il y en a eu deux au même endroit, va voir s'affronter des armées hétéroclites avec d'ailleurs de part et d'autre des uniformes parfois très semblables, ce qui va d'ailleurs donner lieu à des méprises et à des tueries fratricides. Mais les Yankees étaient tout à fait certains de balayer ces rebelles de malheur d'un revers de gant. Et donc la bonne société de Washington s'était rendue sur place avec à grand renfort de cabriolets, de calèches, de napperons, de serviteurs noirs d'ailleurs, qui servaient le thé à ces dames en crinoline, etc. Et lorsque la bataille va tourner au désavantage, disons à la déroute de l'armée du Nord, tout ce fatras de personnes, de spectateurs que je qualifierais quand même de voyeurs, parce qu'aller regarder une bataille, excusez-moi, mais enfin c'est peut-être des meilleurs spectacles que ça, a dû s'enfuir à toutes jambes en abandonnant carrosse, adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Hein, et ça a dû être assez délectable de voir ces gens-là s'enfuir à toutes jambes. Et la bataille, d'ailleurs, a été gagnée par le général Beauregard, qui avait sous ses ordres des hommes d'une très grande détermination. La motivation principale des soldats confédérés était la défense, en fait, de leur territoire, de leur famille, de leur lopin de terre, de leur maison, de leur existence. Ils étaient envahis, ils se sont défendus. L'armée confédérée, qui a compté à peu près 300, même 500 000 hommes par moment, il n'y avait pas 500 000 propriétaires d'esclaves. En gros, il y en avait 1000 des propriétaires d'esclaves dans le Sud. Vous voyez, on est loin de la caricature que l'on nous dépeint. D'autre part, je voudrais quand même ajouter que pendant cette guerre, qui a été effroyable, une bataille comme Antietam, ça a été 24 000 morts en une journée, davantage que le jour de deuil de l'armée française, le 22 août 1914, où il y a eu 22 000 tués. Et 24 000 morts sans aviation, sans obus explosifs, sans des moyens modernes de tuerie tels que les mitrailleuses. Alors, il y a eu quelques mitrailleuses utilisées, mais elles pesaient 1 tonne et elles s'enrayaient très facilement. Alors, vous imaginez bien que ce n'était pas la panacée. Et en tout cas, au début de la guerre, il n'y en avait pas. Et 24 000 morts en une journée, mais c'est épouvantable, ce sont des boucheries épouvantables. Des deux côtés, les gens étaient très déterminés, mais notamment dans le Sud. Et ce qui a permis au Sud, qui n'avait que 4 millions d'habitants, contre 14 millions de l'autre côté. Donc, si vous voulez, dès le départ, les dés étaient piqués. D'autre part, l'armée confédérée, lorsqu'elle essuyait des pertes de cet ordre-là, n'était pas en mesure de combler les vides, alors que l'armée du Nord comblait les vides, notamment avec les immigrés, et notamment avec les immigrés irlandais, qui débarquaient à New York et auxquels on disait jeune homme ou monsieur, vous voulez être citoyen américain, c'est très simple, vous rejoignez tel régiment, etc., et vous serez américain automatiquement. Donc voilà, vous voyez, et donc
Alors, un autre volet que l'on occulte souvent, c'est la présence de Noirs dans l'armée du Sud. Il y a eu entre 70 et 80 000 Noirs qui ont combattu dans les rangs de l'armée confédérée. Ceux-là sont totalement ignorés. Et d'ailleurs, leurs descendants sont descendus la semaine dernière dans la rue pour rappeler leur existence et dire qu'ils n'étaient pas évidemment d'accord avec ce qui se passe actuellement. 70 000 personnes de couleur étaient donc présentes dans les rangs de l'armée du Sud. Et ces gens-là, alors il y en avait dans l'armée du Nord, mais dans l'armée du Nord, les personnes de couleur étaient regroupées dans des unités de couleur, les Colors Troops, comme on disait, avec surtout pas d'officiers noirs, bien entendu. Non, non, c'était des officiers blancs qui encadraient des soldats et quelques caporaux et sous-officiers noirs. Mais il n'y avait aucun officier de couleur. Dans l'armée du Sud, vous avez eu des officiers de couleur. Les combattants n'étaient pas dans des Colors Troops. Ils étaient mélangés avec leurs camarades blancs, ils étaient mêlés à eux, ils souffraient avec eux, ils mouraient avec eux, ils combattaient avec eux, à leur côté, tous ensemble. Vous voyez la différence d'état d'esprit. Mon ami Alain Sanders me raconte souvent une anecdote du récit d'une dame qui, avant la guerre de sécession, une dame du Nord, qui va dans le Sud, qui prend le train. Et dans le train, elle voit des enfants, enfin un couple avec des enfants. Alors il y avait des noirs, des blancs dans les enfants. Et les enfants jouaient entre eux et se partageaient les friandises que la maman avait apportées. Et la personne du Nord était absolument scandalisée que les noirs puissent s'asseoir à côté de blancs, etc., puissent jouer et encore plus partager des friandises. Vous pensez, quel drame! Et c'était une personne du Nord. Les mentalités dans le Nord étaient très, très, très ségrégationnistes. On l'a vu après la guerre, d'ailleurs. La ségrégation dans le Nord a été terrible, davantage que dans le Sud. Alors, je ne dis pas que dans le Sud, tout était idyllique, tout était beau. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, la caricature ne reste qu'une caricature. Et la vérité est bien loin de ces caricatures. Je vais, pour terminer, vous citer également le fait que ce que l'on oublie souvent de mentionner, c'est que l'armée du Nord a perpétré des crimes de guerre absolument odieux. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des exactions de la part de soldats du Sud, mais ces exactions étaient le fait d'individus. Alors que pour le Nord, comme pour les guerres de Vendée, c'était planifié, c'était voulu. Les ordres écrits existent, ont été donnés par le président Lincoln et par le général Grant. Lorsque le général Sherman a fait sa marche à la mer d'ouest en est pour dévaster le Sud, et c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans le film Dont on emporte le vent, l'incendie d'Atlanta, c'est cela. D'ailleurs, à Atlanta, lorsqu'il a pris Atlanta, il y a 3000 personnes, femmes et enfants uniquement, qui ont été déportées et que personne n'a jamais revues. Il y avait des camps de la mort dans le Nord. Il y avait même un camp qui s'appelait le camp Douglas, à côté de Washington, dans lequel étaient emprisonnés, c'était en fait un grand trou, dans lequel on avait mis des prisonniers confédérés. Les pauvres mouraient de faim, de maladies, d'infections, de mauvais traitements, etc. Et alors les Yankees avaient installé des observatoires sur lesquels le dimanche, les bonnes familles de la société de Washington pouvaient venir, moyennant rémunération, moyennant finance, se rafraîchir avec des limonades et des bières et observer l'agonie à la jumelle, à la longue vue plus exactement, à l'agonie des soldats confédérés. Je ne sais pas comment qualifier cela, mais voilà, si ce n'est pas un crime de guerre, qu'est-ce que c'est? Je pense que même Hitler n'avait pas pensé à faire ça. C'est absolument ignoble. Il y a eu des pogroms de juifs, notamment à la Nouvelle-Orléans, avec un général qui s'appelait Butler, qu'on a surnommé la bête, the beast, et qui avait même donné à ses soldats le droit de cuissage vis-à-vis des femmes de la Nouvelle-Orléans. Forcément, ces dames qu'on appelait les belles, en français dans le texte, de la Nouvelle-Orléans étaient des dames distinguées, pour la plupart catholiques, et qui affichaient quand même un certain mépris
pour ses tuniques bleues, comme on disait, et donc Butler, très vexé, a donné le droit de cuissage à ses soldats. Vous voyez, on imagine un peu ce que cela peut donner. On a vu des villes également délibérément, des villes sans aucune présence militaire, entièrement détruites et systématiquement bombardées par les hommes de Sherman et de Sheridan. C'est absolument ignoble. J'ai des descriptions terribles qui font penser, en moins grand bien sûr, et heureusement, à ce qui s'est passé à Dresde et à Hambourg. Hein, c'est absolument scandaleux, c'est absolument ignoble. Et le prétexte invoqué par Sherman était non, mais vous savez, les défenses sudistes étaient trop proches de la ville, on ne pouvait pas faire la distinction. Donc, alors que nous savons pertinemment qu'il a délibérément donné l'ordre de tirer sur la ville pour atteindre le moral des populations, ce qu'il n'a pas réussi à faire d'ailleurs. Hein, c'est assez étonnant, mais ces gens-là ont été d'une vaillance et à toute épreuve. Ils ont subi, alors je ne vous parle pas des viols, des viols à la fois, bien entendu, de femmes, de garçons, de filles, de toutes couleurs. De toutes couleurs. Et je vais vous citer une anecdote également, enfin une anecdote qui n'a rien de drôle, qui s'est passée en fin 1864 sur la Red River, où la Red River, où des unités yankees étaient poursuivies, une armée yankee était poursuivie, talonnée par les forces confédérées. Les armées yankees étaient dirigées par un général qui s'appelait Jefferson Davis, qui est simplement un homonyme du président de la Confédération qui s'appelait Jefferson Davis, mais qui lui n'a jamais perpétré de crime. Alors ce général yankee son armée avait récupéré de nombreux affranchis, de nombreux noirs, familles, à peu près au minimum 5000 personnes, qui, d'après lui, encombraient son armée. Alors il était bien content de les utiliser pour le déminage, oui, et puis pour servir le café, pour laver le linge, etc. Mais au moment où il était talonné par l'armée confédérée, il a voulu se débarrasser de ces gens-là, qui pour lui l'encombraient. Et lorsque son armée a jeté des pontons pour franchir la Red River, qui était assez large à cet endroit-là, le général Davis a donné l'ordre à ses soldats, lorsque ceux-ci ont fini de se replier, d'ouvrir le feu et de mettre le feu au ponton sur lequel se trouvaient à peu près 3000 personnes. Ces 3000 personnes sont mortes, hommes, femmes et enfants noirs ont été massacrés, sont mortes soit des coups de fusil, ou soit noyées en tombant dans le fleuve. L'armée confédérée qui arrivait a réussi à sauver, malgré tout, environ 2000 personnes, et fait étrange, les Noirs qui étaient là, les hommes, ont rejoint l'armée confédérée. Et cet homme-là, ce Jefferson Davis, n'a jamais été inquiété, ni lorsque son adjoint lui a fait une remontrance en disant « mais enfin, en général, ce que vous venez de faire est absolument ignoble », Jefferson Davis lui a mis une balle dans la tête. Et il n'a jamais été inquiété. Mais vous savez, des Sheridan, des Sherman, des Custer, tous ces gens-là se sont mis la main sur les sudistes et ensuite sont allés exterminer les Indiens. Hein, ils sont allés exterminer les Indiens. Custer l'a payé cher, d'ailleurs. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a entraîné dans la mort tout un régiment, le 7e de cavalerie. Mais je ne vais pas verser une larme sur ce sinistre personnage qui avait massacré autant que faire se peut des populations civiles. Alors, je vous parlais tout à l'heure des généraux de l'armée confédérée. Sachez qu'il y a eu aussi, le dernier qui a déposé les armes, d'ailleurs, de toute l'armée confédérée, n'était pas blanc. Et c'était Stan Wattie, qui était un général Cherokee, qui était le chef de la nation Cherokee. Il a déposé les armes, le général Lee s'était rendu fin mars, et lui a déposé les armes en juillet. Et il les a déposées dans le Montana, donc tout à fait dans le nord des États-Unis, où il avait mené un raid de cavalerie. Alors des raids de cavalerie, non pas pour aller piller les habitants, mais pour détruire des stocks d'armes, pour récupérer du matériel, etc. C'est couper des voies de communication. Voilà, parce que cette guerre a vu aussi le développement de moyens modernes de guerre que l'on imagine aisément maintenant, mais qui pour l'époque étaient des innovations. Les sous-marins, les bateaux cuirassés, le télégraphe, l'utilisation du train à des fins stratégiques, notamment chez les confédérés.
les fusils à canon rayés, les fusils à répétition, les carabines à répétition, les mines, les roquettes, etc. Enfin, ça a été une, une guerre, comme beaucoup de guerres, qui a donné lieu à beaucoup d'innovations, mais à des atrocités épouvantables. Et dans cette guerre, il se trouve qu'il y a eu des Français qui étaient là et qui, pour la plupart, ont servi dans les unités du Sud. Alors, bien entendu, ce sont des gens qui sont totalement cultés, oubliés par la doxa actuelle, la doxa bien pensante, qui ne voit, qui n'a que des œillères et qui voit que ce qu'elle veut voir. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Alain Sanders, qui a commis de nombreux livres sur le sujet, dont un fabuleux livre que je vous recommande, qui est La désinformation autour de la guerre de sécession, et ainsi que son autre livre, qui est La désinformation autour d'Abraham Lincoln, ce qui vous permettra de découvrir, en fin de compte, ce qu'était ce personnage, ce sinistre personnage, que dans le Sud on qualifie de tyran. Et vous verrez qu'il n'y a rien d'exagéré à cela. Quant à moi, je me suis focalisé, si j'ose dire, sur les Français, ces soldats, ces généraux français qui se sont battus aux côtés de la Confédération. J'ai donc écrit 2 ouvrages, le premier qui est le premier bataillon de zouaves de Louisiane, qui a été publié chez mon ami Alain Sanders, aux ateliers Folfer, parle d'un bataillon de zouaves qui a été créé à la Nouvelle-Orléans par une fratrie de Français qui venaient de Dunkerque et qui étaient officiers et qui, vous le verrez dans le livre, ont combattu, ont participé notamment à la fameuse bataille d'Antietam et ont été l'équivalent de nos bad daf, si vous voulez. C'était des comment dire, des braves à 4 poils, comme dit Alain Sanders. C'était de vrais combattants et qui se sont battus jusqu'au bout, puisque à la fin, ils n'étaient plus, sur toute leur unité, ils n'étaient plus que 28 survivants. Et tenez-vous bien, à 28, ils ont arrêté, sans perdre un seul homme, 28 régiments, 14 régiments Yankees qui arrivent en phase 2. Vous imaginez un peu le type de personnage. Et mon deuxième livre, qui vient de sortir, s'appelle Héros oubliés. Héros oubliés, alors pour moi, ce sont des héros et ils ont été oubliés. Il s'agit des 13 généraux français ou d'origine française qui ont commandé l'armée du Sud, l'armée des États confédérés, avec dedans des personnages hauts en couleur, comme le général Debray qui a commandé la cavalerie texane, comme le prince de Polignac qui a commandé l'infanterie texane de façon remarquable, et bien entendu mon arrière-grand-oncle, le général Bourgard, qui a été l'un des plus hauts gradés de l'armée confédérée. Et je tiens à préciser que ce livre a été préfacé par Roger Olindre, qui était un ami très proche, et Roger a écrit cette préface le jour de son décès. Voilà, donc vous imaginez ma stupeur lorsque j'ai découvert sur ma boîte mail la dédicace de Roger après avoir appris son décès. Je déjeunais avec lui le jour de son décès, il m'avait dit oui, je vais t'écrire ta préface, mais je rentre parce que je suis un peu fatigué. Je ne m'étais pas outre mesure inquiété, 91 ans, on a le droit d'être fatigué. Malheureusement, il nous quittait dans la nuit. Voilà, écoutez, j'espère avoir été un petit peu pas trop long surtout, ne pas vous avoir ennuyé. Et je reste bien entendu à votre disposition. Je serai aux Journées Chouane, je crois que c'est début septembre, où je dédicacerai mes livres, et je serai au Bleu Blanc Rouge à Rungis. Je crois que c'est au mois d'octobre. C'est mon ami Roland Elie qui organise, et c'est à chaque fois un grand bonheur de participer, de se retrouver entre nous. Voilà, de retrouver des amis nationalistes et des amis de valeur. Voilà, parce que nous partageons tous cette foi qui me maintient. Je maintiendrai. Moi, j'ai essayé de maintenir, et je dois avouer et reconnaître
en grande partie grâce à la Sainte Vierge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois.